Alors, ben, moi jusque maintenant, hein, j'étais pas du tout impressionnée d'être assise à côté de Christian Perron. Maintenant, je le suis. Alors, ne soyez pas choqués, on se tutoie, Christian Perron et moi. C'est venu comme ça. Hein. Oui. Il a été parrain du Docteton, et reparrain du Docteton, et reparrain du Docteton, et donc un peu à la fois, mais, on s'est parlé, et puis on s'est mis à se tutoyer, et voilà, on se tutoie. Donc je sais que ça peut choquer parfois, c'est pour ça que je le dis. Alors, pour moi, aujourd'hui, ça va être un peu une espèce d'émission en direct. Hein. Christian a participé à plusieurs émissions que j'anime. Et là, ça va être comme une émission en direct, ça va être souple, sympa, on va échanger. Et la base, le cœur de l'échange que nous allons avoir, évidemment, c'est le dernier livre de Christian Perron, donc Le Réveil, 4 ans après. Et on va parler un peu du livre, pourquoi ce livre, ce qui figure dans ce livre, mais pas que, on va aborder d'autres questions aussi que Christian Perron aimerait soulever, aimerait un peu creuser. Alors on va avoir un échange comme ça sur cette base-là pendant environ 45 minutes, et puis ensuite on aura un temps où vos questions seront les bienvenues, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez poser, et Christian Perron, a priori, répondra. C'est ça, hein? Tout à fait. Merci Cécile. Attends, je n'ai pas allumé. Merci Cécile. Effectivement, je l'ai connue au début à travers un écran de télé avec le Docteton, mais elle a fait un travail fantastique, donc je la remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, toi, par rapport à ta présentation? On va parler dans le débat. Bon, on m'a fait un petit résumé du CV. Voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, c'est là où je les ennuie beaucoup, parce que j'étais un homme du système, un homme de l'intérieur, j'étais président de toutes les commissions. Mes collègues m'ont nommé professeur du collège des professeurs de maladies infectieuses. Et du jour au lendemain, comme ça, en l'espace de 15 jours, alors que j'étais estimé que j'avais conseillé des gouvernements pendant 15 ans pour les épidémies, la vaccination, mais j'ai travaillé à l'OMS, et du jour au lendemain, j'étais un charlatan. La dérive du professeur Perron, la chute du professeur Perron, mais ce qui m'a beaucoup fait rire là-dedans, c'est que jamais il n'a porté un argument scientifique. À chaque fois que j'ai parlé, j'en suis à 14 publications scientifiques internationales dans des journaux internationaux à comité de lecture sur la crise Covid. Je ne connais pas un médecin de plateau qui a un seul article international sur le Covid. Donc, non, mais c'est... J'ai toujours répondu par la science et pas par l'invective. D'ailleurs, j'ai gagné mon procès contre Karine Lacombe l'autre jour, donc voilà. Bravo. Et même le Conseil de l'ordre, quand ils ont vu mon CV, tout ça, ils ont écrit en toutes lettres dans le verdict. Alors, ils étaient là pour me radier, ils m'ont donné entièrement raison. Et ils ont dit, le professeur Perron, au vu de son CV, de son expérience nationale et internationale, non seulement il avait le droit d'émettre un avis contradictoire, mais il en avait même l'obligation. Alors là, je pense qu'Olivier Véran a dû s'étrangler, le pauvre. Voilà, non, mais c'est pour vous dire qu'il ne m'impressionne pas, je les connais tous. Delfrécy, je l'ai connu interne en 1978. C'est pas eux qui vont m'impressionner. Et que je parle toujours avec un langage scientifique, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu me coincer. Et je continuerai, je vous rassure, hein, parce que là, on a violé la science. On a empêché tout débat contradictoire scientifique, c'est totalement anormal. La science, c'est le débat contradictoire. Avant, on disait la Terre était plate, après il y a un Huluberlu qui dit elle est ronde, après il y en a un qui dit non, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Mais c'est parce que souvent ils ont été brûlés, on ne m'a pas encore brûlé heureusement, mais, non, mais si on ne peut plus débattre la science, et moi Delfrécy, je le connaissais bien, je l'ai appelé plusieurs fois sur son portable, écoute, on n'est pas d'accord, je ne suis pas le seul, est-ce qu'on peut organiser un débat contradictoire public? Il n'a jamais voulu. Donc quelqu'un qui refuse le débat, c'est qu'il n'a pas d'argument. Bon, ça m'attriste. Mais... Alors, il y a une toute petite chose que j'ai omis de faire. D'abord, je vous remercie tous d'être là. Merci beaucoup pour votre présence et bravo à vous. Merci Cécile. Et puis je remercie aussi Corsoumani de nous avoir
invités, Christian Perron et moi, pour cet événement. Ça me touche énormément d'être ici, vous n'avez pas idée, c'est peu de le dire, vraiment. J'ai un lien à la Corse qui est énorme. Et avant que tu continues, je voulais me joindre à ce que tu disais. Je remercie vraiment Corse Humanis. Vous faites un travail fantastique. Je remercie Dominique Bodino, qui est le papa d'une jeune femme qui est décédée suite à l'injection expérimentale. Et je sais qu'il y en a d'autres, malheureusement, en Corse et sur le continent et partout. Bravo à vous d'avoir surmonté cette épreuve terrible. Faut vraiment avoir beaucoup de compassion pour toutes ces victimes. Et heureusement, ils ne sont pas tous morts, mais il y en a certains qui ont des cancers, qui sont stériles, qui n'ont plus de règles, qui ont des maladies auto-immunes qui ont flambé. Il y a des catastrophes qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Donc un grand soutien pour ces victimes, pour leurs familles. Et bravo à Dominique Bodino, bravo à Corse Humanis, bravo à tous les bénévoles, parce qu'ils font ça bénévolement avec leur cœur. Et c'est fantastique. Merci. Et encore un petit mot, j'ai oublié, je te laisse parler après. Et bravo à la Corse aussi. Et là, vous êtes fatigués, là, vous n'entendez pas les Corses. On applaudit. Voilà, super. Francis, il n'a pas besoin de micro. Merci à Francis d'ailleurs aussi. Et puis merci à Réinfo Covid Corse, je sais qu'ils sont là aussi, qui font partie de l'organisation. Alors on va venir à ton livre, ton dernier livre, Le Réveil, 4 ans après. Alors les livres que moi j'ai lus de toi, tu en étais l'auteur, l'écrivain, tu écrivais seul ces livres-là, à ma connaissance du moins. Et puis ici par contre c'est un livre qui est un peu différent, donc c'est un entretien avec Stéphane Chatry. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place? Alors effectivement, des livres, j'en avais écrit un sur la maladie de Lyme avant le Covid, La vérité sur la maladie de Lyme chez Odile Jacob, qui avait été traduit en anglais, ça s'appelle Crypto-infection, Crypto-infections en anglais. Et après, j'ai écrit 3 livres sur le Covid chez Albin Michel, qui étaient des livres assez techniques, mais qui vraiment réagissaient point par point. Quand le premier livre est sorti, j'avais été insulté par les fact-checkers, des journalistes, des médecins qui ont dit Perron, il attaque, il diffame, il va être traduit devant le Conseil de l'ordre, il va être radié, il raconte n'importe quoi. Je peux vous dire que là-haut au palais, ils ont mis des cabinets d'avocats sur mon livre, ils ont épluché chaque mot, ils n'ont trouvé aucune faille et ils n'ont pas pu m'attaquer parce que tout ce que je dis est prouvé. Donc voilà, c'était des livres assez techniques. Je pensais qu'après au-delà de 3 vers, bonjour les dégâts, je me suis dit je vais peut-être faire une petite pause. Et puis c'est Stéphane qui, je ne le connaissais pas du tout, c'est un gars qui travaillait, il était dans le graphisme à Paris, dans des bureaux, puis il en a eu marre, il fait de la permaculture près de Loudun. Il fait un peu de journaliste bénévole et un gars fantastique. Et un jour, il m'appelle, on s'était peut-être croisé une fois, mais je le connaissais, il me dit on peut faire une interview. C'était dans un parc, comme ça j'étais allongé dans l'herbe. Alors après, quand je me battais sur la maladie de Lyme depuis des années, j'ai des malades qui me disaient attendez, professeur Perron, vous vous présentez comme ça allongé dans l'herbe, c'est pas sympa parce que les tiques ça pique. Bon, j'ai survécu à l'interview. C'est une interview qui durait 40 minutes. Peut-être tu pourras en parler après, mais c'est comme ça que je suis. Au départ, on n'a pas du tout l'idée de faire un livre, mais comme ça a été censuré après 700 000 vues, ça a eu un succès viral sur YouTube, ce qui est un peu agacé là-haut. Et au bout de 700 000 vues, en très peu de temps, crac, censure, c'est normal, vous me direz, on est en Macronie, c'est tout à fait banal. Et donc Stéphane Chatry a demandé à YouTube pourquoi vous avez censuré. Ah, parce que le professeur Perron a des propos qui ne sont pas conformes avec l'OMS. Alors voilà. Alors ça a énervé Stéphane, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on en fasse un livre. Alors c'est vrai que c'était un petit peu maigre, juste les 40 minutes d'interview. Il m'a réinterviewé pour mettre plus de substance. Et après, j'ai rajouté aussi des passages. Et c'est devenu un livre. Et alors, l'originalité, c'est qu'il m'a demandé de me livrer un peu sur mon enfance, qui j'étais, mon parcours médical. Au début, je vois ça va intéresser personne, ils s'en foutent. Mais en fait, c'est marrant parce que maintenant, je croise plein de gens et on aimerait savoir pourquoi vous avez résisté par rapport aux autres. Et je m'aperçois que finalement, c'était utile de le faire. Donc, je me suis prêté au jeu. Et voilà, et en le relisant, je dis oui, finalement, il y a une logique, on voit pourquoi. Alors, je ne parle pas que de Covid, je parle de Lyme, je parle
ma vision de la médecine, la démolition de la médecine grâce à Super Manu, et puis et tout le reste, on en parlera. Merci. Quand dans le titre on trouve donc le mot le réveil, 4 ans après, c'est le réveil de quoi? Le réveil de qui? Quel réveil? Parce que moi, ça il y a 5 ans, j'étais un mouton. J'attendais ma retraite tranquillement, j'avais fait une carrière sympa. Je pensais encore vivre en démocratie, donc même s'il y avait un peu de corruption, on se disait bon, c'est normal, il y en a partout. Et là, j'ai découvert avec le Covid, bon, c'est vrai que j'étais déjà un petit peu contre l'establishment avec la maladie de Lyme, parce que j'avais découvert que c'était une bactérie modifiée par les nazis, les japonais, puis l'armée américaine, et que c'était une arme de guerre, et que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de diagnostiquer aujourd'hui en France une maladie de Lyme chronique pour protéger l'armée américaine. Bon, je le dis depuis longtemps, je l'ai écrit, c'est prouvé, il y a toutes les preuves aux États-Unis. Donc, après, j'ai découvert qu'avec le Covid, tout ça était programmé depuis des décennies. Bon, il y avait Attali qui avait dit ils iront tous à l'abattoir en souriant, Klaus Schwab qui dirait vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Est-ce que vous vous souvenez de la cérémonie, parce qu'on arrive aux Jeux Olympiques, vous savez ce truc à Paris là, où Macron va faire le 100 mètres 3 nages dans la Seine avec Hidalgo là. Les Jeux Olympiques de Londres, 2016, c'était quand 2016, hein, je crois, quelque chose. 2008, pardon. C'est 2012, il me semble. Hein, je ne sais pas, bon, vous verrez la date, je sais pas très bien. Cécile était encore au berceau à l'époque. Je l'avais vu, puis au début j'avais été choqué, mais je n'avais pas tout compris les symboles. J'ai regardé ça récemment. Il y a tous les symboles de la pandémie Covid. Vous avez un défilé autour du stade à Londres avec des centaines de lits, des lits d'hôpitaux. Il y a des petits garçons, des petites filles qui sont apeurés avec des diables qui se jettent dessus. Ça rappelle d'autres affaires de pédocriminalité. On n'en parlera pas ce soir. Il y a des démons gigantesques. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a des marionnettes qui sont des médecins, des infirmières comme ça, qui marchent comme des automates et qui piquent. Et il y a un grand démon sorti de je ne sais pas où, qui a une grande seringue. Et puis au-dessus du stade, vu du ciel, c'était un gigantesque coronavirus en couleur, en néon, avec la protéine Spike tout autour. Donc il y avait tous les symboles. En 2019, couverture de Vie économiste, le grand journal financier, tous les symboles de la pandémie. Vous pouvez le voir sur Internet, faites page de couverture Vie économiste 2019, il y a tout. Il y a l'homme de Vétruve de Léonard de Vinci qui a 4 bras, 4 jambes. Il a le tatouage ARN du vaccin dans son bras, il a le QR code dans la main, il a le pangolin à ses pieds, il y a les 4 chevaliers de l'Apocalypse masqués, il y a tous les symboles. C'était 9 mois avant le début. Et puis il y a Bill Gates qui a fait la répétition générale avant. Donc, là, quand j'ai réalisé, et puis il y a même des chansons, mais il y avait un jour des avocats allemands, ils m'avaient envoyé une liste de 15 trucs. Je ne peux pas tous les détailler, je ne m'en souviens plus, mais de chansons rock, de trucs qui annonçaient une pandémie de coronavirus gigantesque depuis des années pour... Vous savez, quand ils veulent faire des saloperies, ils insinuent dans votre cerveau que ça va venir, ça c'est sous forme d'amusement, de film, à Hollywood, pour vous habituer, quand ça vient, bah oui, on le sait, c'était prévu que ça vienne. Bon. C'est une technique de manipulation de l'esprit. Quand j'ai réalisé ça, voilà, je me suis dit, c'est pas possible, on nous manipule. Et il faut faire quelque chose. Ça doit être quand même un choc comme réveil, hein. C'est comme un grand seau d'eau froide, non? Ah oui, oui. Alors, je savais déjà qu'ils étaient capables de manipuler les plus grands journaux médicaux. Je l'avais écrit sur mon livre sur Lyme, que le New England Journal of Medicine, qui est le plus grand journal mondial de médecine, le Lancet, c'est les rédacteurs en chef de ces journaux qui l'avaient dit déjà avant le Covid. Nos journaux sont pourris, la moitié des articles sont faux, c'est acheté par l'industrie pharmaceutique, et pourtant... Moi qui étais président du jury, j'ai nommé beaucoup de professeurs en maladies infectieuses en France, dont je pense Karine Lacombe, Jérôme Salomon et plein d'autres. C'est les publications dans ces journaux qui rapportent le plus de points dans la grille d'évaluation. Alors je ne dis pas que tous les articles ne sont pas mauvais, il y en a qui sont très bons, mais quand on voit ça, comment ils ont pu falsifier des données, influencer toutes les sociétés savantes, les leaders d'opinion en médecine dans tous les pays,
J'avais déjà vu ça avec Lyme, mais là, ça a pris des proportions qui étaient hallucinantes. Mais heureusement, j'ai eu les yeux ouverts beaucoup plus tôt que d'autres, peut-être parce que d'abord j'étais dans le système, que je savais gérer une épidémie, ils font tout à l'envers, c'est pas possible, et que j'avais déjà cette expérience de Lyme, comment manipuler. Et en fait, je me suis aperçu que tout ça, c'était une immense manipulation. Moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Ça n'a peut-être pas sauté aux yeux de tout le monde, mais c'est pour ça que je me bats pour réveiller les gens, parce que moi qui étais un mouton, bon, je me suis peut-être éveillé un peu avant certains. Au début, il y avait beaucoup de moutons, peu d'éveillés, mais le nombre d'éveillés augmente toujours. Kennedy l'avait dit quand il est venu à Berlin, il y avait 1,5 million de personnes dans la rue au début du Covid, il a dit le mouvement, même si c'est lent, va toujours des moutons vers les éveillés, jamais dans l'autre sens. Et c'est pas péjoratif quand je dis mouton, j'étais aussi, on est endormi par les médias, les petites habitudes professionnelles, familiales, on ne se pose pas de questions. Et voilà, donc moi, le réveil, c'est que maintenant, avec le recul, d'abord, je vois beaucoup plus de gens éveillés qu'il y a 2 ans. Il y a encore la jeunesse à réveiller, on y reviendra, qui est encore un peu endormie, ça leur fait trop peur, mais là, je crois qu'on est un tournant vraiment vers le réveil, je suis convaincu. C'est très rassurant d'entendre ça, mais c'est vrai qu'on sent quelque chose qui change dans la perception des gens. J'ai vu quand tu as parlé tout à l'heure de la maladie de Lyme, tu as dit voilà, c'est quelque chose qui a été utilisé en termes d'armes de guerre. Oui. Et j'ai vu que beaucoup de gens réagissent, ça a intéressé les gens. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus? Parce que il y a eu, vous savez, la grande peste noire d'Europe, c'était la guerre entre Gênes et Venise. Ils catapultaient des cadavres de pestiférés par-dessus les murailles. Bon, c'est là qu'était partie la pandémie de peste. Donc la guerre microbio, ils connaissaient déjà dans les temps ancestraux avant de connaître les microbes. Mais ça s'est perfectionné au XXe siècle. La guerre de 14, ils n'ont pas trop joué avec ça, sauf pour les chevaux. Vous vous souvenez, à la guerre de 14, à Paris, ils partent tous à Berlin, à cheval. Ils étaient tous à cheval. Il n'y avait pratiquement pas de voiture automobile. Hein. Il y avait 10 chars et 15 camions à essence de chaque côté. Et les Allemands, on a Paris, on y va. Après, ils se sont retrouvés dans les tranchées. Là. Ils n'avaient pas encore tranché, ils étaient dans le front, dans la Marne. Et la catastrophe, plus de chevaux. Pourquoi? Parce que les Français, les Allemands ont tué avec une bactérie, qu'on appelle maintenant Burgdorfelia, je ne sais plus quoi, un nom latin. C'est la morve du cheval. On l'appelle la morve, parce que quand le cheval est malade, il a beaucoup de morve, mais c'est une maladie mortelle chez le cheval qui est très peu mortelle chez l'homme. Donc, par la guerre microbiologique, ils ont décimé tout le cheptel. Et donc, les armées allemandes et françaises sont trouvées comme des cons dans la vallée de la Marne, à ne pas pouvoir avancer. Ils n'avaient plus de ravitaillement, ils ne pouvaient plus tirer les canons, ils n'avaient plus rien. C'est pour ça que les Français avaient envoyé les taxis de la Marne, parce que c'était le seul réservoir de véhicules automobiles à essence qu'on pouvait envoyer sur le front. Donc vous voyez, ça c'est la première guerre, mais qui a touché les animaux. La Deuxième Guerre mondiale, c'est les Japonais qui ont balancé plein de saloperies sur la Chine avant d'envahir la Mandchourie. Ils ont balancé de la peste, du choléra, du charbon. Ils ont tué 250 000 Chinois. Mais après, ils s'en sont mordus les doigts, parce que quand ils ont débarqué, ces endroits, il n'y avait pas prévu que les microbes ne reconnaissaient pas les uniformes. Et il y a eu des soldats japonais qui sont morts après que les nazis se sont dit « Merde, on était un peu forts. On va peut-être prendre des trucs qui handicapent, qui ne tuent pas. » Et comme justement les Borrelia, l'agent de la maladie, on n'appelait pas ça maladie de Lyme, c'est l'histoire de Lyme, c'est des années 70, mais les borrélioses étaient connues depuis très peu de temps en Europe. On dit « Tiens, c'est bien ce truc-là, ça donne mal à la tête, ça donne mal aux genoux, des rhumatismes, ça déprime, ça donne des paralysies. Des problèmes cardiaques, c'est impeccable. En plus, ça touche le bétail, ça peut toucher les civils. Alors, ils en ont balancé des tonnes. Alors, les Allemands sur l'Europe centrale, les Japonais sur la Sibérie pour embêter les Russes. Et ils ont empoisonné notre environnement en Europe. Et après, pourquoi les États-Unis? Parce qu'après la guerre, les Américains ont récupéré tous les criminels savants dans les camps de concentration qui faisaient des essais sur l'homme. Ils les ont emmenés aux États-Unis à Plum Island, juste à côté de la ville de Lyme, et malheureusement, ils ont continué à trafiquer les tiques, les Borrelia, les tiques se sont échappés, et d'où la grosse épidémie sur la ville de Lyme. Ils ont joué aux idiots pendant 10 ans, ils n'ont pas reconnu, c'est un truc inflammatoire. Ça. Après, ils ont mis longtemps avant de reconnaître que c'était une bactérie. Après, ils étaient obligés, alors ils ont baptisé, alors qu'ils avaient fabriqué la bactérie.
Et d'où ce scandale, parce que pour protéger l'armée américaine, cette maladie n'a pas le droit d'exister. Ils ont mis au point des tests diagnostiques nuls. On voit les tests officiels en France, ça depuis 5% des gens malades. Et pour pouvoir... Et comme ça, tout le monde, on le met dans le diagnostic poubelle de la fibromyalgie ou de polyarthrite rhumatoïde ou sclérose en plaques ou de dépression, tout ce qu'on veut. Donc, moi, ça fait 20 ans que je me bats, que j'ai soigné des milliers de malades. J'avais obtenu beaucoup d'avancées quand j'étais encore un peu des positions clés juste avant le Covid. Et puis après, quand j'ai démissionné, que je suis parti, il y a eu une répression féroce. Ils ont radié, même un copain qui a été radié à vie pour avoir soigné des Lyme. Parce que moi, j'ai sauvé des gens qui étaient paralysés, qui étaient, soi-disant, c'était dans leur tête, et on les envoyait en psychiatrie. Aujourd'hui, ils ont fait des centres de référence honteux, puisque les médecins infectiologues qui les dirigent touchent 300 000 € par an pour faire de la recherche, mais ils envoient les gens en psychiatrie, vous n'avez pas là. Donc, voilà, c'est un petit résumé très bref. Et avant, je n'osais pas trop parler de ces histoires militaires, parce que quelquefois, ça manquait un peu de preuves. Maintenant, tout est prouvé. Il y a un livre qui est sorti aux États-Unis, alors il faut lire l'anglais, mais c'est un livre passionnant, qui s'appelle Bitten, B-I-T-E-N, en anglais ça veut dire mordu, c'est la morsure de tique, par une dame qui s'appelle Chris avec un K, K-R-I-S, et Newby, N-E-W-B-Y. Elle raconte tout, parce que Willy Burgdorfer, le Suisse allemand, qui était un chercheur européen qui avait été recruté par l'armée américaine pour en fait, trafiquer les Borrelia, a eu des remords à la fin de sa carrière, et il connaissait Chris Newby, il lui a dit écoutez Chris, voilà, je sais que toutes mes archives vont être brûlées par la CIA, donc je les ai planquées à telle adresse dans un garage, voilà les clés. Comme son mari est mormon, ils ont tout numérisé pendant des jours entiers. Elle a écrit un livre. Il y a eu un vote à la Chambre des représentants des États-Unis demandant la création d'une commission d'enquête sur le Pentagone, et tu vois que vous avez exposé le peuple américain à des bactéries de guerre. J'avais beaucoup d'espoir, c'était juillet 2019. Le Covid arrive, miraculeux, et puis j'avais plus de nouvelles, et en faisant un peu mon enquête, j'ai vu qu'il y avait un haut fonctionnaire du Pentagone qui avait enterré l'affaire. Donc, ça ressortira un jour, mais c'est pour ça que je suis allé, parce que c'est marrant, parce qu'il y a quelques années, les journalistes des fact-checkers disent Perron, il dit n'importe quoi, il a toute la science contre lui dans le live, il raconte ses histoires de tics nazis, c'est des conneries. Maintenant, c'est officiel, c'est prouvé. D'ailleurs, depuis que le livre est sorti, le vote au à la Chambre des représentants, j'ai pas vu un seul fact-checker me refaire de la blague des tics nazis. C'est marrant, hein. Et de temps en temps, ils réfléchissent, ces gars-là, mais bon... moi, je suis désolé pour les malades, c'est que je reçois des centaines de demandes Là, j'ai pris ma retraite. Malheureusement, les médecins français sont tellement terrorisés par le Conseil de l'Ordre qu'ils n'osent plus prendre en charge les malades. Et ça, c'est vraiment dégoûtant. C'était précisément ma prochaine question, parce que tu as parlé un peu des victimes de la maladie de Lyme, et puis il y a beaucoup de victimes des effets indésirables des injections Covid. Et donc, je me dis, comment c'est possible que toutes ces victimes soient aussi peu prises en charge? C'est la peur. Pour toi, c'est la peur. Alors, déjà, juste pour faire le lien entre Lyme et Covid, vous avez entendu parler que les Covid, quand ils ont été traités tout de suite, dès les premiers jours par hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine, vitamine D, tout ça, ils s'en sont sortis très bien en 2-3 jours, ils ont guéri. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un traitement, beaucoup s'en sont sortis parce que les gens qui sont morts, c'est des gens qui étaient très très âgés, qui avaient plus de 85 ans, des facteurs de risque majeurs, mais finalement il n'y a pas eu vraiment d'augmentation de mortalité en France pendant le Covid, sauf chez certaines personnes à risque. Et malheureusement, on s'aperçoit que, je dis à la louche, je n'ai pas de chiffre précis, je n'ai pas vu de statistiques officielles, mais on estime comme ça à vue de nez que 30% des gens qui ont eu un Covid, qui n'ont pas été traités, qui étaient très dynamiques, ils sont devenus, entre guillemets, c'est pas péjoratif de ma part, un peu des légumes, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus travailler, ils ont mal partout, ils ont mal à la tête, ils sont déprimés, ils ont des problèmes cardiaques, quelquefois neurologiques, et c'est exactement les mêmes symptômes que le Lyme chronique. Alors, je ne dis pas que c'est collaboré à la maladie Lyme, c'est pour ça qu'en anglais, mon livre s'appelle crypto-infection. Crypto-infection, c'est des infections inapparentes, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs de bactéries qui dorment et qui peuvent se réveiller, et je pense que dans le Covid long, il y a des gens... Parce que vous savez, on dit le Covid, il reste pas une semaine, il disparaît. Maintenant, on sait qu'il peut rester beaucoup plus longtemps chez certaines personnes, mais pas tant que ça. Je pense qu'une partie des Covid longs, c'est dû au fait que le Covid a immunodéprimé les gens pendant quelques jours, quelques semaines.
et que du coup des bactéries qui dormaient se sont réveillées comme le Lyme, parce que c'est exactement les mêmes symptômes. Alors beaucoup de médecins qui font du Lyme clandestin soignent les Covid longs avec les mêmes méthodes et ça marche apparemment. Donc voilà l'analogie. Après, on parlera après des victimes de l'inoculation expérimentale, mais quelquefois les symptômes peuvent ressembler. Oui, non, en effet, ouais. Et c'est vrai que j'aime bien les victimes de l'inoculation expérimentale. Je ne dirais jamais le mot vaccin, parce que ça brûle la langue, c'est pas un vaccin. Merci. Et tu sais de quoi tu parles. Je pense. Même le Conseil de l'Ordre a écrit en toutes lettres dans le verdict que nulle part j'avais eu un discours anti-vax. Ce qui m'avait fait marrer aussi, un jour, une des dernières fois, j'étais invité à CNews, parce que depuis l'automne 2020, j'étais interdit sur tous les plateaux de télé. Il y a eu un communiqué officiel, alors à l'époque ça s'appelait le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est devenu l'ARCOM. Et il y a CNews qui a bravé l'interdiction 2-3 fois. La dernière fois, ils ont eu une amende énorme parce qu'ils m'avaient invité. Donc vous voyez, c'est la démocratie macronesque. On donne des amendes si on invite des opposants. Je sais pas. Moi, je faisais que présenter. C'était en décembre, alors je ne sais plus quelle année, parce que ça passe vite, 2022, je crois, je ne sais plus. Des chiffres de l'Agence anglaise de santé publique étaient beaucoup plus honnêtes que l'Agence française, puisqu'ils donnaient les chiffres de mortalité en fonction du statut d'inoculé avec le produit expérimental, donc soi-disant vaccinal. Parce que la France a toujours refusé, on l'a demandé plein de fois, ils ont dit qu'ils n'avaient pas les données. Et j'avais montré qu'en Angleterre à l'époque, si quelqu'un était inoculé, qui rencontrait le virus, qui faisait une forme sévère, il avait 4 fois plus de chances de mourir s'il avait eu l'inoculation miracle que s'il n'avait rien eu. Alors je dis ça à la télé en direct, le journaliste est un peu gêné. Bon, 15 jours après, convoqué au Conseil de l'Ordre, c'était plusieurs mois avant la chambre disciplinaire. On me dit, écoutez, monsieur Perron, voilà, vous prenez votre retraite bientôt, mettez-la en veilleuse, s'il vous plaît, parlez plus des vaccins, parce que je pense qu'ils avaient des ordres au-dessus, là. Je dis, ça tombe très bien, parce que comme ce n'est pas des vaccins, je suis tout à fait libre d'en parler. Hein. Appel professionnel. Merci. C'est ça. Puisque ce n'est pas des vaccins, tu peux en parler. Voilà. Je ne suis pas belge, mais je fais de l'humour belge comme Cécile. Pardon? Je ne suis pas belge, mais je fais de l'humour belge quand même. Oui, c'est ça. C'est les Belges. Vision à la belge. C'est ça. On est nombreux à nous dire que tout compte fait, toute cette histoire, c'est une question économique, que ça a donné une opportunité incroyable pour le monde pharmaceutique de vendre un produit par milliard de doses. Et du coup, on est nombreux à se dire aussi, mais tiens, tout compte fait, est-ce que les vaccins en général, déjà les 11 vaccins aux petits, est-ce qu'on n'était pas déjà dans cette dynamique? Alors, il faut bien voir que le vaccin, c'est un marché très juteux. Je parle de vaccin en général. Quand je dis ça, c'est pas anti-vax en général, mais si je me mets en tant qu'industriel, je vais faire plein de fric et faire monter les actions en bourse. Un médicament, si c'est un médicament pour traiter une maladie aiguë, vous allez le prendre 10 jours, pour eux, c'est un marché nul, parce que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on guérisse certaines maladies auto-immunes, les maladies Lyme chroniques, les Crohn, les sarcoïdoses, les polyarthrites et les scléroses en plaques avec des médicaments anti-infectieux efficaces, parce que eux, ce qu'ils leur rapportent, c'est des anticorps monoclonaux à 2000 € l'ampoule que vous ferez ad vitam aeternam. Ça ne va pas vous guérir, ça va soulager vos symptômes. Donc, il faut bien voir que l'industrie... maintenant, je ne parle pas des labos que j'ai connus il y a 20 ans en France. Il y a plein de petits labos familiaux avec des gens très bien qui faisaient de la vraie médecine en contact avec les médecins. Maintenant, il y a quelques big pharma, ils sont 4 ou 5 dans le monde, qui ont racheté tous les labos dans tous les pays. Et là, ils ne regardent qu'une chose, l'intérêt du bonhomme, ils s'en foutent complètement, c'est où va être l'action dans 3 mois à Wall Street. C'est leur seule préoccupation. Et alors, les maladies aiguës, ça ne rapporte pas, ils s'en foutent. Les maladies chroniques, ils ne veulent surtout pas qu'on les soigne avec des plantes ou des méthodes naturelles, parce que là, c'est une perte de marché. Donc, alors la meilleure cible pour eux, commerciale, c'est les personnes en bonne santé.
Parce que là, c'est des milliards. Tout le monde est en bonne santé, a priori, avant de tomber malade. Et ça touche les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et là, le vaccin, c'est idéal comme marché parce que vous n'avez pas besoin d'être malade pour être un client. Et c'est là où on a vu les abus apparaître. Parce que même l'hépatite B, toutes les histoires que l'hépatite B de la sclérose en plaques, ça reposait sur rien. Il n'y a d'ailleurs que la France et la Belgique francophone qui a fait mousser là-dessus. Les autres pays, on a bien vu qu'il n'y avait rien. Mais je reconnais que la responsabilité à l'époque de l'industrie pharmaceutique, le vaccin était recommandé que pour les soignants qui étaient très à risque d'hépatite B, les gens qui avaient des relations sexuelles à risque, les pompiers qui se piquaient avec le sang ou certains groupes à risque. Moi, jamais à l'époque, le ministère m'avait dit qu'il faut vacciner toute la France. Et l'industrie avait soudoyé tous les médecins de France. Et en l'espace de 2 ans, on a piqué à l'hépatite B la moitié de la population française, y compris des gens qui n'avaient pas du tout du besoin du vaccin hépatite B. Et quand vous avez des dizaines de millions, à l'époque il y avait 4 doses dans l'année, maintenant c'est plus que 2 doses pour la vie, mais à l'époque c'était 4 doses la première année. Quand vous faites 4 doses à des dizaines de millions de Français, ça fait des dizaines de millions de doses, forcément, chaque année il y a 2-3 000 nouveaux cas de sclérose en plaques, et cette année-là, le gars qui fait la sclérose en plaques, il va dire avant j'ai jamais eu la sclérose en plaques, cette année j'ai eu le vaccin hépatite B, donc c'est la sclérose. Ouais, je schématise un peu, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas évident d'attribuer la responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de coïncidences. Alors pour le Covid, il n'y a pas de coïncidence, parce que là, pendant 20 ans, 30 ans, le bruit de fond des effets secondaires graves des vaccins, et d'un seul coup, depuis 2021, là, il y a l'Himalaya, un pic énorme, donc là, ça ne peut pas être une coïncidence. Voilà, je reviens sur cette histoire d'hépatite B pour montrer que l'industrie était coupable de un peu soudoyer les médecins pour augmenter la cible. Comme moi, quand j'ai présidé le comité des vaccinations, combien de fois j'ai eu des pressions des industriels. M. Perron, vous savez, les gens de 60 ans sont très à risque de la grippe. Ça n'a jamais été obligatoire, mais c'était recommandé à partir de 65 ans. Tous les ans, le vaccin grippal, c'est leur gagne-pain, parce que c'est tous les ans, chez des millions de gens. Ils voulaient qu'on abaisse la recommandation à 55 ans. Ce sont des études un peu bidons. Moi, j'ai jamais cédé, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils n'ont pas réussi depuis. Mais et d'ailleurs, il y avait ça m'avait un peu écœuré, parce qu'il y avait des labos qui avaient montré que c'était au domaine de la recherche, mais qu'on pouvait trouver un antigène commun à tous les virus grippaux pour avoir un seul vaccin qui marche sur tous les virus grippaux de la planète. L'industrie pharmaceutique a bloqué ces études parce que, comme le virus grippal n'arrête pas de changer, ça permet de l'injecter tous les ans. Donc, là, je me suis rendu compte qu'ils détournaient la science pour le marketing. Oui, détourner la science, c'est vraiment ça la question. Hein. Je pense à quelqu'un, je vais exprimer quelque chose de plus ou moins personnel, c'est par rapport au doctoton. Quand j'ai fait le premier doctoton, ma belle-sœur est post-doc en sciences biomédicales. Elle travaille toujours avec l'université, elle gère une équipe de recherche, etc. C'est vraiment une grosse tête, une scientifique. Et donc, quand j'ai fait le premier doctoton, je lui ai demandé si elle pouvait venir dans l'émission, parce qu'elle parle aussi plusieurs langues, et comme on avait des gens qui venaient d'un peu partout, elle m'a dit, je dois demander à mon université si je peux le faire. Et donc elle a demandé l'autorisation à son université, et là tu vas comprendre de quoi je parle, l'université lui a répondu, non, il faut croire en la science. Et ça, normalement, c'est un point sur lequel je voudrais un peu que tu me dises ce que tu penses. Et la science a été violée. Alors, juste pour finir sur l'affaire financière, pendant le Covid, le nombre de milliardaires a été multiplié par 10 et chaque milliardaire a multiplié par 10 sa fortune. Alors, mais je pense que la motivation financière n'était pas la seule, parce qu'en fait, leur but, c'est le nouvel ordre mondial, de supprimer les États et de tout contrôler. Mais bon, je pense qu'ils n'y arriveront pas, on en parlera. Alors, après la violation de la science, c'est ce qui m'a le plus choqué. D'abord, toutes les études frauduleuses qui ont été publiées. Alors, on connaît tous l'étude du Lancet sur les 90 000 malades tombés du ciel en 15 jours, soi-disant que la chloroquine ne marchait pas et tuait tout le monde. Ça m'a fait doucement rigoler, parce que pour moi, l'hydroxychloroquine, avec les antibiotiques, c'était le meilleur traitement de la maladie Lyme chronique. C'était le médicament que j'ai le plus prescrit pendant 20 ans.
Puis d'un seul coup, je vois Véran à la télé qui dit « Oh là, vous allez tuer tout le monde dans la chloroquine ». Je dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» Et alors, si vous voulez, cerise sur le gâteau, un jour, tout fier, il arrive. Ça y est, premier mort de la chloroquine aux États-Unis. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est le gars qui n'avait pas pu prendre la chloroquine par son médecin. Il avait vu sur un flacon de produit de nettoyage pour son aquarium qu'il y avait un peu de chloroquine dedans, mais il y avait 10 autres produits toxiques, chimiques. Il avait avalé ça pour soigner, il est mort. Mais Véran a le culot de présenter ça, et après, il aurait pu dire « Excusez-moi, je suis un peu trop emballé ». Jamais. Alors, l'étude du Lancet totalement frauduleuse sort. 15 jours après, c'est reconnu dans le monde entier, le journal s'excuse, les auteurs frauduleux s'excusent. Ils n'ont jamais été en prison, ils auraient dû aller en prison, ces gens-là. Et Véran ne revient pas en arrière. Le lendemain, il interdit la chloroquine aux généralistes, après, il ne revient pas en arrière. Et cette manipulation, et l'étude Recovery, l'étude de l'OMS, qui était aussi faite par une université anglaise, ils utilisent 4 fois la dose maximum autorisée chez l'homme, 4 fois la dose vraiment maximum, déjà un peu toxique. Je rappelle que si on prend toute la boîte d'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, mais pas à petite dose, c'est très bien toléré. Et donc ils ont utilisé volontairement une dose toxique, ils ont montré plus de mortalité. Moi j'ai écrit une réponse dans le plus grand journal médical du monde, le New England Journal of Medicine, ils ont accepté notre réponse qui est publiée dans le journal. Ils n'ont pas rétracté l'article, et cet article est toujours cité comme une preuve que la chloroquine est dangereuse. Mais j'en ai des dizaines, et même quand il y a récemment des Français avec des Belges, et puis quelquefois les Belges ils s'associent avec des Français, on ne sait pas pourquoi, et je ne sais plus quel autre pays, on dit que la chloroquine était responsable de 17 000 morts. Tous les journaux de 20 heures en ont parlé, et l'article il est complètement bidon, on l'a dénoncé, il n'a pas été rétracté. Alors ça, cette violation de la science, et quand j'étais invité au Sénat américain récemment, j'étais représenté la France au Sénat, ils avaient invité une vingtaine de personnes du monde entier. C'était l'objet de ma présentation, c'était la fraude dans les publications, et c'était aussi la suppression des libertés fondamentales dans la science. J'avais exposé le projet de loi sur les dérives sectaires, on n'a plus le droit de dire l'inverse du gouvernement, etc. Et puis l'absence de débat contradictoire, la science a été violée, foulée aux pieds, et ça m'a fait beaucoup de peine. Comme la Constitution française. Oui, oui. Ah ben, vous savez, on est en grande démocratie, et quand vous voyez que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État valide tout ce qui est illégal, on peut se poser des questions. Parce que là, même les élections, c'est vrai que c'était totalement illégal, le délai pour les annoncer. On n'a pas le droit de faire 2 tours à 8 jours d'intervalle, tout ça est illégal. On a porté plainte au Conseil d'État, ils s'en foutent. Fabius dit tout va bien, Madame la Marquise. Alors, je vais revenir sur tes livres un peu. Oui. Parce que moi, alors, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je vois une évolution dans les intitulés. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais le lire. Donc, le premier, c'est « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Donc là, tu penses qu'il y a... C'était en juin 2020, à Chaux, après la première vague. Et c'est là où j'ai été calomnié de partout, puis finalement, tout ce que j'avais dit dans le livre était vrai, ils n'ont pas pu m'attaquer vraiment. Mais là, tu parles d'erreur encore. Ah ben, c'est pas une... C'était gentil quand j'ai dit erreur, je faisais semblant de croire qu'ils avaient commis une erreur. En fait, c'était de l'humour au 2e degré, c'était parfaitement programmé, hein, ça j'en suis convaincu. Oh ben, oui. Ah oui, c'est là que tu pratiques l'humour belge, en fait. Voilà, c'est un peu belge sur les bords. Ouais. Ensuite, décidément, ils n'ont toujours rien compris. Ben oui, parce qu'on enfonce le clou, puis il continue comme si de rien n'était. Et puis alors, il y avait un festival comme si... Il y en a qui ont commencé à le faire. Je sais que Francis, il a tout enregistré sur ses ordinateurs, mais quand vous voyez Véran, Macron qui disent quelque chose, vous êtes sûr qu'ils vont faire l'inverse. Et puis vous regardez la même vidéo, un an après, ils disent totalement... Il y avait Véran, jamais on vaccinera une femme enceinte. Normalement, une femme enceinte, c'est 20 ans de recul d'un nouveau produit pour l'inoculer à la femme enceinte, comme le dernier vaccin Coqueluche. Là, au bout de 3 mois, allez tout. Et vous vous rendez compte que les femmes qui venaient accoucher, on les obligeait à se refaire cette saloperie. Il y en a qui ont perdu leur enfant, j'ai des tas de témoignages d'enfants mal formés avec des yeux tout noirs, j'avais jamais vu ça. Alors, les statistiques n'en parlent pas. Et Véran, après, quelques mois après, on n'a jamais inoculé une femme enceinte, lui-même à la télé.
Alors il avait un masque, je l'ai reconnu quand même parce qu'il avait son nez de Pinocchio qui dépassait. Il inocule Olivia Grégoire, que je connaissais, que je l'ai connue comme conseillère de Xavier Bertrand, qui était ministre après. Elle était masquée, je ne l'avais pas reconnue tout de suite, mais qui était enceinte. Je ne sais pas ce qu'elle faisait dans la 5, mais ça m'a affolé. Puis tout le temps, ils ont eu des discours. Karine Lacombe qui disait à la télé 95%, on en a la preuve que le vaccin protège parfaitement contre la transmission. Et puis, en fait, un an après, même la dirigeante adjointe de Pfizer reconnaît dans le Parlement européen qu'il n'y avait aucune étude, qu'ils n'avaient jamais montré que ça protégeait. Mais jamais ils se sont excusés, ces gens, pour dire, bon, on a peut-être été abusés, je veux bien qu'ils aient été naïfs, mais au moins qu'ils aient l'élégance de dire, bon, on vous a raconté des cracks, c'est pas de notre faute, on vous a... Mais jamais, jamais, jamais. Et ça m'a choqué quand même de la part de gens qui ont engagé comme les populations dans des choses graves. Moi, en juin 2020, j'ai pas hésité, alors j'en ai pris plein la gueule, mais j'ai assumé. J'ai dit publiquement à la télé, j'étais encore invité dans les grandes télés en direct, que le gouvernement avait 25 000 morts sur la conscience en interdisant la chloroquine. Je peux vous dire que ça a été chaud avec le Conseil de l'ordre, mes collègues. J'ai continué, puis finalement je suis toujours là, et maintenant on est à pas loin de 100 000 morts, 90 000 et quelques... ou 90 000, pardon. Et c'était criminel d'interdire les traitements précoces. C'est vrai que ce qu'on disait aux gens, n'appelez pas votre médecin. On a infantilisé les généralistes alors qu'ils auraient dû être en première ligne, donner les traitements à domicile. On leur a dit non, vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas le droit d'aller voir les gens à domicile. On a dit à la radio, à la télé, surtout n'appelez pas votre médecin, prenez du Doliprane, et quand vous suffoquez, vous appelez le centre 15. Et là, c'était trop tard, ils arrivaient à l'hôpital en suffoquant. On les transférait en réanimation, c'est pas un comprimé d'hydroxychloroquine ce jour-là qui allait changer quoi que ce soit, c'était trop tard. Et après, ils publiaient là-dessus en regardant tous ces malades qu'on a hospitalisés en réanimation, l'hydroxychloroquine n'a rien fait. Mais c'était du foutage de gueule, je peux vous dire, moi qui connais le domaine, j'étais vraiment scandalisé. À Garches, on avait un taux de mortalité très faible, comme à Liège-Marseille, c'était les deux endroits en France où on est le moins mort. Je peux vous dire que mes jeunes qui avaient publié avec moi, qui étaient enthousiastes dans mon service, on les a obligés à rétracter notre article, hein, parce qu'on les a menacés sur leur carrière. Et ça, c'était dur, j'étais obligé de laisser tomber parce que je ne pouvais pas me battre sur tous les fronts, mais je peux vous dire que ça, la violation de la science, je l'ai vu. Hein. C'est une honte du gouvernement. C'est une honte. Mais justement, c'est la question que j'avais posée, parce que le troisième titre, c'est les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Et donc là, j'ai deux questions qui sortent de là. Donc, penses-tu qu'un jour, ils y répondront? Et quand tu dis ils, c'est qui? C'est une petite devinette, vous ne savez pas qui c'est. Si vous avez une idée. Non mais, bien sûr qu'ils répondront un jour, là ils sont tout puissants, tout ça, mais ça ne va pas durer. D'abord, ils n'avaient pas le droit de mettre sur le marché un produit expérimental, même avec une autorisation conditionnelle, puisqu'il y avait un traitement qui marchait, c'est interdit pour un vaccin. En plus, ce qui est drôlement un vaccin, c'est 10 ans de développement, études chez l'animal qui ont été supprimées parce que les animaux mouraient trop, qu'il y avait trop de malformations fétales. Ils ont dit, le rat, c'est pas un bon modèle, on passe directement à l'homme. Ils avaient... Non mais attendez, mais regardez tout ce que je dis, de toute façon, je l'ai dit plein de fois, personne ne m'a attaqué en diffamation parce que je disais ça. Ils ont déposé les brevets des vaccins avant la pandémie, ils ont commencé à les fabriquer, ils ont commandé les fioles en verre pour les mettre... des centaines de millions de fioles avant la pandémie. Et je crois que c'était Bourla de Moderna, quand l'OMS a annoncé la pandémie officiellement en janvier, 15 jours, 3 semaines après, il a dit « Oui, on a un vaccin ». En 3 semaines. Attendez, c'est 10 ans un vaccin, et une technologie totalement nouvelle, ça aurait dû être 15 ans d'études. Et moi je dis « C'est impossible ce truc, ils se foutent de nous ». Et après, alors, ils ont bloqué la chloroquine parce que s'ils avaient avoué qu'il y avait un seul produit efficace, ils n'avaient pas le droit de foutre leur saloperie sur le marché. Ben, c'est pour ça. Hein. Pendant ce temps-là, ça ne les empêchait pas de fourguer le remdesivir, qui était un truc très toxique, et qui ne marchait pas, qui était très cher. Et alors, après, le deuxième truc était totalement illégal.
c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer par l'obligation un produit expérimental à quelqu'un. C'est contre toutes les conventions internationales. Je rappelle, il y a la convention d'Oviedo, la convention d'Helsinki, le code de Nuremberg. Nuremberg, c'est quand ils ont condamné les chercheurs nazis dans les camps de concentration qui faisaient des essais sur les humains. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est assimilable à... C'est contre le code de Nuremberg. Donc, c'est évident qu'un jour, ils seront devant des juges et qui seront mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des millions de gens maintenant qui sont victimes de l'inoculation expérimentale dans le monde. En France, je n'ai pas de chiffre précis, mais tous ces sportifs, il y en a encore un le jour, j'ai vu ça hier, là, qui est tombé. Soi-disant, il a fait un malaise, en fait, il a fait un arrêt cardiaque. Il y en a tout le temps. Il y a plus de 2500 sportifs dans le monde, des jeunes en bonne santé qui sont morts sur le terrain en jouant au foot, en courant, les pilotes de ligne, les hôtesses, tous les turbo-cancers qu'on voit. Alors, et tout ça est reconnu. Ça m'a choqué quand même, le Parisien, qui est un grand journal complotiste, entre guillemets, quand même suit comme beaucoup le gouvernement, en décembre 2022, donc c'est quand même assez ancien. Ah tiens, c'est bizarre, effectivement, il y a une augmentation de mortalité en France, c'est reconnu par tout le monde, aux États-Unis, dans les autres pays, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ah non, ça doit être le réchauffement climatique, ça doit être le stress de la guerre en Ukraine, bon, pas se foutre de nous. Et puis il y a même Macron qui est le pompier pyromane, il n'y a pas très longtemps, il dit qu'il y a une chute de la natalité en France, au Québec, partout, c'est la catastrophe, parce qu'il n'y a plus de spermatozoïdes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'ovocytes. Et Macron qui dit, oh là, c'est inquiétant, les Français doivent être stressés, il faut réarmer la natalité, je ne sais plus comment. Non mais quand j'entends ça, j'ai envie de vomir, parce que c'est eux qui ont provoqué tout ça, ils le savent parfaitement, ils vous mentent tous les jours, ils continuent à vous faire de la pub. Et là, j'ai vu, il y a une nouvelle AMM de la, je ne sais pas si c'est la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe, ils viennent de donner une nouvelle autorisation pour un nouveau vaccin Covid, pour un nouveau variant, alors que le Covid donne des rhumes et des bronchites. Mais alors, quand à la télé, vous savez, il y a 15 jours, ils ont dit attention, le Covid revient. J'ai revu d'un seul coup les gens masqués dans le métro. On se moque du monde. Alors, tu as dit un truc qui m'intéresse très fort, tu as dit, mais bien sûr, les irrépondants, bien sûr que les répondants. C'est le côté vraiment positif de ton caractère, j'imagine. Et dans le livre, il en parle, hein, dans le réveil 4 ans après, il parle de ton côté optimiste. Toi, tu crois à ça? Tu crois que ah bah bien sûr, mais dès le début, parce que, en fait, j'ai réalisé, au début, j'étais petit médecin dans mon coin, je n'avais pas tout vu, que tout ça, le Covid, c'était une première étape. Parce que quelquefois, dans ma famille, où des gens bon, allez, laisse tomber, le Covid, c'est fini, maintenant, on revit normalement. Je dis non, le Covid, c'était la première étape. Après, alors, le réchauffement climatique. Moi, j'ai voulu changer de voiture. C'est pas une voiture de luxe, j'avais un break. Bon, c'est un peu plus gros que la Twingo. Mais quand j'ai voulu changer, le constructeur m'a dit non, maintenant, on a laissé tomber la construction parce que le gouvernement nous impose 5 000 € de taxes sur chaque voiture. Mais on peut vous le faire en tout électrique, là, c'est autorisé. Moi, j'ai dit, je veux pas de voiture. Donc, ils sont en train de vous conditionner. Parce que quel est le but de l'électricité? C'est qu'ils coupent les bornes et vous ne pouvez plus bouger. Hein, non, mais c'est ça. Hein, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein d'autres choses, le terrorisme. Ils vont toujours vous maintenir dans la peur. Et leur but, c'est de supprimer les États. On voit Macron, il a tout vendu aux Américains, aux données. Il démolit tout. Il a démoli l'ENA pour qu'il n'y ait plus de fonctionnaires. C'est les employés de McKinsey qui sont dans les ministères pour diriger la France. Ça, je l'ai dit dans un de mes livres. Hein, vous savez que McKinsey, c'est pas le seul. Même le Sénat avait dit que Macron avait donné plus d'1 milliard à McKinsey et à d'autres cabinets de conseil, déjà il y a 2-3 ans. Hein. Alors, depuis, il a dû continuer. Et dans les ministères, la santé, je l'avais écrit dans un livre, je n'ai jamais été attaqué en diffamation, parce que j'avais les preuves. Il y a M. Tartampion, qui a un papier en tête bleu, blanc, rouge, République française, bureau de je ne sais pas quoi au ministère. Il a une adresse électronique, tartampion@santé.gouv.fr. Vous croyez que c'est un fonctionnaire? Et en fait, il traduit en français ce qu'on lui dicte des États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a eu les mêmes recommandations qui ont été faites dans le monde entier sur les vaccins, quelquefois en Australie, en France, en Suède, en Argentine, quasiment la même semaine, parce que
En fait, c'est une grande pieuvre internationale qui veut supprimer les États. Il faut bien comprendre ça. C'est ça leur but. Hein. Et alors, moi, j'avais dit à des journalistes il y a 3 ans, mais aucune chance. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils veulent tous le nouvel ordre mondial. Mais chaque grande puissance est à la tête. Les États-Unis, même s'ils ne sont plus la première puissance commerciale, ils ne sont plus la première puissance militaire, maintenant ils sont largement dépassés par les Russes avec l'hypervélocité. Ils continuent à faire croire qu'ils sont les plus puissants. Il dit, évidemment que le nouvel ordre mondial, c'est nous qui dirigeons. Les Chinois, ça ne va pas la tête, on est les plus nombreux sur Terre. Ils ne sont plus les plus nombreux, les Indiens viennent de les dépasser. Enfin, entre la Chine et les Indiens, ils vont dire, attendez, vous rigolez, vous les Américains, vous êtes quelques centaines de millions, c'est de la rigolade. Les Russes vont dire, maintenant, la plus grande surface terrestre au monde, le plus de richesses naturelles, c'est nous qui dirigeons. Donc, j'ai dit, ils vont se foutre sur la gueule. Et après, regardez ce qui s'est passé avec les BRICS. Alors, BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite qui a quitté les États-Unis pour aller dans les BRICS. La Turquie y va, l'Algérie. Et le dollar n'est plus le monnaie d'échange reconnu partout. Donc, et ils vont faire une nouvelle monnaie en octobre. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent accélérer la guerre contre la Russie pour essayer de... C'est le cri désespéré du chant du cygne, là, mais ils ne vont pas y arriver. Je ne vois pas une puissance qui va réussir à imposer tout ça au monde entier. Il y aura toujours une autre puissance qui va s'opposer. C'est pour ça que sauf mon seul petit point de pessimisme, c'est s'il y a un fou qui appuie sur le bouton nucléaire. Enfin, je crois encore à la raison humaine. Mais je pense que tout ça va se casser la gueule rapidement, je pense. Bon, de Biden, on ne doit pas avoir peur, il ne sait plus où il est, le bouton. Non, parce que s'il appuie sur le bouton, il tape à côté. C'est pas à côté. Là, il cherche le bouton derrière. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qui fait ton côté optimiste. Mais il y a aussi autre chose, je pense, et c'est dans mon réveil. Tu me parlais tout à l'heure des jeunes. Ah oui, c'est important, parce que moi, ce qui m'a frappé, je le vois parce que c'est un petit baromètre pour moi, on me reconnaît souvent dans la rue, à toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales, des bourgeois, des petits gars de banlieue, il y a des noirs, des arabes, tout ça, des super sympas, des femmes voilées qui nous bravo. Et les seuls qui me reconnaissent pas, qui s'intéressent, c'est ceux qui ont en dessous de 25 ans, je dirais. À partir de 30 ans, je commence à voir des gens. Et en fait, moi je le vois avec mes propres filles, donc qui sont un peu âgées, qui ont fait des études supérieures, elles ne veulent pas entendre parler de tout ça. Je pense qu'au fond d'elles-mêmes, c'est dur pour un jeune d'imaginer, déjà pour les adultes, c'est dur d'imaginer qu'un État va contre la population, mais pour un jeune, se dire quel va être mon avenir dans ce monde de dingue où ils veulent nous contrôler, nous réduire en esclavage, nous contrôler partout avec la reconnaissance faciale, le machin. Mais je pense qu'ils le sentent au fond d'eux-mêmes. Ils ont le même mécanisme de rejet que je dirais que par exemple, quelqu'un qui a été violé, qui se souvient plus de son viol, parce que c'est un mécanisme de protection du cerveau. Mais je pense que je commence les jeunes, ils ne bougeaient pas du tout. Je commence à avoir un éveil cette année. Et je voudrais citer un petit gars que j'aime bien, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, quand j'étais, je sais plus, parce que je fais beaucoup de manifestations à droite à gauche. Il a 22 ans, il est étudiant en biologie à l'université d'Aix-Marseille. Et puis il vient un peu timide, il y avait un petit repas après un colloque. Il me dit, est-ce que je peux vous donner mon manuscrit? Je ne savais pas trop ce que c'était, puis je dis oui, je vais jeter un coup d'œil. Je le lis, j'étais stupéfait. À 22 ans, il a tout écrit. Avec d'abord un français impeccable, on voit les étudiants en médecine qui ne sont pas capables d'aligner 10 mots sans faire des fautes d'orthographe, je dis chapeau. Et puis tout structuré, un plan, des chapitres courts, synthétiques, avec des tableaux pour synthétiser le truc. Même un adulte qui est plongé là-dedans depuis des années, il n'aurait pas fait un bouquin aussi synthétique pour le grand public, parfaitement documenté. Il y a des pages de référence longues. Mais il m'a servi parce que moi j'avais vu passer des trucs que j'avais oubliés. Puis j'ai dit, ah ouais, tiens, c'est vrai, cette référence, j'avais vu passer, ben là il y a la référence dans son bouquin. Donc je vais écrire une petite préface, parce que moi j'aime bien encourager les jeunes. Et je suis content parce que du coup il l'a soumis à plusieurs éditeurs. Et il y a Marco Pieter, qui est un éditeur belge à Bruxelles, qui a publié Kennedy, qui va le publier au mois d'octobre. Donc, donc le petit, il s'appelle Léo Dubois, son livre s'appelle Plus jamais ça. Et j'ai dit, tiens,
c'est un signe, hein, une petite graine, un jeune qui... Mais son livre, j'ai trouvé en plus très simple à lire, magnifique, tout documenté. Ça m'a mis du bon au cœur, parce qu'une fois je disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent les jeunes? Ils sont déprimés, ils regardent leur téléphone portable, Netflix, ils n'ont plus d'enthousiasme. À la fac de médecine, ils étaient tous déprimés pendant le Covid, ils ne voient plus l'avenir, ils voulaient arrêter médecine. Hein. Il y a une enquête dans la fac, un tiers des jeunes voulaient arrêter médecine. Ils faisaient les cours en Zoom pendant le confinement, enfermés chez papa-maman, et ça n'a pas été drôle pour eux. Et je trouve que Bon, quand on était jeune, on bossait dur, on savait rigoler aussi, aller se défouler ou sortir, aller au cinéma. Je trouve les jeunes d'aujourd'hui beaucoup plus tristes. Ils rigolent moins, et ça me fait de la peine. Et je pense que c'est un mouvement, ça va revenir, mais il faut vraiment que... Donc je suis content parce que je sais qu'il y a une étudiante en médecine, une future étudiante qui est là, mais il faut réagir, il faut en parler autour de vous. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous persécutent autour, vous n'allez pas gagner. C'est quelques milliardaires, c'est quelques familles, et toutes ces crapules, ils ne sont pas nombreux par rapport aux milliards d'habitants de la planète. Donc apprenez à dire non. Vous dites non. Je suis désolé, moi, quand on a... Vous vous rendez compte que Macron et ses sbires, ils ont masqué nos enfants pendant 2 années scolaires. Les enfants, alors il y avait des profs sympas qui acceptaient que de temps en temps ils soufflent un peu en mettant le masque sous le nez, mais il y en a qui ont persécuté les gamins. En cours de récréation, il fallait qu'ils restent à 3 mètres de distance, ils se faisaient taper dessus. Bon. La 2e année, à la rentrée scolaire, Macron annonce à la télé, vraiment les Français, c'est toujours votre faute, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas ce qu'il faut, l'épidémie galope, vous allez tous mourir. Je suis vraiment obligé de remasquer les enfants pendant un an. Et quand il disait ça, il jouissait. Ça m'a fait mal aux tripes. Et alors avec des parents d'élèves, on a fait des études de la saturation en oxygène des gamins en sortant de l'école le soir. Une petite pince à linge que vous achetez sur Internet, ça fait pas mal, ça mesure l'oxygène, avec un questionnaire pour les parents, les enfants. On s'est rendu compte que 15% des enfants le soir étaient en manque d'oxygène dans le sang, pendant 2 ans d'affilée. Et on sait sur des études chez les animaux que si on fait ça à des animaux de façon prolongée comme ça, plusieurs semaines, c'est des séquelles cérébrales définitives quelquefois. Et ce qui m'a beaucoup surpris quand on a fait l'enquête, c'était parti de quelques parents, mais pas de la majorité, les autres ont un peu suivi comme ça, parce que tiens, j'ai une enquête, j'accepte de participer. Quand on leur a envoyé le questionnaire, ils ont dit « Oh là là, mais on n'avait pas réalisé que nos enfants étaient en souffrance, on pensait que c'était pour leur bien. » Mais bon sang, si les parents le dessous du jaune s'étaient mis... Tous les jours, ils avaient été devant le bureau du directeur en disant « Arrêtez vos conneries », c'était fini en 8 jours. Comme je dis souvent, ils sont une poignée avec des milliards d'euros, des milliards de dollars, et nous sommes des milliards avec une poignée d'euros, une poignée de dollars. Et beaucoup de détermination. J'ai une toute dernière question que je vais poser, et après on passera à vos questions. Je vous promets que pour vous c'est la dernière. Je voulais savoir s'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas eu l'occasion de dire à travers les questions. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis optimiste et qu'il faut... Ça, les guerres, c'est toujours long. Les 2 dernières guerres mondiales, ça a duré 4-5 ans. On est un peu dans cette... Il y a tellement de données qui sortent partout qu'ils ne peuvent plus cacher éternellement. Ils ne peuvent pas cacher les morts sous le tapis. Maintenant, les gens voient des morts, des désastres autour d'eux. Les gens réalisent. Et il y a 2 ans, quand je faisais le Tour de France, les gens faisaient l'autruche. Ils ne voulaient pas entendre parler. Le gouvernement est là pour nous protéger. Heureusement que M. Macron était là, sinon on serait tous morts. Et maintenant, ils voient les morts autour d'eux, les gens qui ont des pathologies qui s'aggravent à toute allure, la stérilité. Donc, moi je suis confiant parce que les gens se réveillent. Et s'il n'y avait pas les médias de grand chemin, Macron déjà il y a 2 ans, il avait dit qu'il leur avait donné 3 milliards d'euros. Il n'a jamais donné un demi-milliard pour la santé, parce qu'1 milliard, on pourrait construire plusieurs hôpitaux, rénover toutes les urgences, payer des médecins, des infirmières. Donc,
moi je le dis, je l'ai même dit sous les fenêtres de l'AFP, l'Agence France Presse, qui peut-être y regarder dans la fenêtre, je dis, ben vous là-bas, un jour vous serez mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, parce que c'est les journalistes qui vous ont entretenu dans la peur. Je ne parle pas des journalistes alternatifs, là, il y en a quelques-uns qui sont là, mais... et tout ça, ils ne peuvent pas continuer à vous manipuler comme ça va leur péter à la gueule, et je le souhaite honnêtement. Bravo! Du coup, il m'a fait penser à autre chose. Je suis désolée, mais du coup, je vais encore faire ça. Tu as beaucoup parlé du traité de l'OMS. Oui. Et il y a une partie du traité qui n'est pas passée, mais je sais que c'est pas fini Alors, cette histoire. Vous connaissez le traité de l'OMS? Alors l'OMS, qui était une institution assez noble après la guerre, c'était financé par les cotisations de tous les États membres, donc c'était public. Depuis une vingtaine d'années surtout, ça a été noyauté par l'industrie pharmaceutique. C'est vrai que l'OMS était un peu fauché, les États payaient pas, ils faisaient plein de trucs, ils n'avaient pas de quoi financer. Donc les labos pharmaceutiques étaient ravis de venir les aider. Au début, les gens acceptaient, c'est sympa, on peut faire plus de trucs. Mais après, ils ont noyauté le système, et surtout Bill Gates est arrivé avec sa fondation, plus la fondation Gavi des vaccins. Et Bill Gates plus Gavi, qui appartient à Bill Gates, c'est le premier financeur. Et avec l'industrie pharmaceutique, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que les 3/4 du budget de l'OMS, c'est l'industrie privée maintenant. Donc on ne peut plus faire trop confiance. Alors notre ami Tedros, qui était le grand pote de Bill Gates en Afrique, qui a comme un passé un peu sulfureux, directeur général de l'OMS, ce qu'il voudrait, c'est que la peur, ça marche toujours. On va vous dire que le futur virus de la, je sais pas quoi, de tel animal terrible, de la chauve-souris, ils veulent continuer à manipuler les populations et leur faire peur pour les contrôler. Comme là, pour l'instant, ça fait un peu flop leur histoire de Covid, ils veulent. Et puis Bill Gates a dit ça ne va pas parce que le vaccin a mis beaucoup trop de temps à sortir, il faut raccourcir de moitié la sortie déjà en 3 mois ou 6 mois, c'était trop lent, pas trop rapide, je ne sais plus dans quel sens, enfin bon, ça vient du délire. Donc ils veulent que Tedros soit au-dessus de tous les États, de tous les chefs de gouvernement, de tous les parlements, et qu'un jour dans son bureau tout seul, il pourra dire « Ah ben là en Corse, il y a un petit groupe là autour de Bastia, ils sont malades, et puis on a vu un écureuil qui avait un comportement normal, donc un nouveau virus très dangereux, et puis il y aura un gars qui arrive, on a un vaccin pour l'écureuil corse qui est tout prêt, et là, il pourra imposer la fermeture des frontières, vous confiner, vous imposer par l'obligation l'injection de produits expérimentaux. Même les gouvernements n'auront plus leur mot à dire. Donc c'est ça le traité de l'OMS, c'est extrêmement dangereux, c'est une atteinte frontale contre toutes les démocraties. Alors ça devait passer l'année dernière, mais ils étaient coincés parce qu'il fallait la majorité des 2/3, donc ils ont changé les statuts pour que ce soit la majorité simple. Ça devait passer l'Assemblée mondiale de l'OMS, il y a des centaines et des centaines de délégués, hein, c'est une immense salle. Ils sont réunis du 27 mai au 1er juin. Et là, ça a coincé parce que rien qu'aux États-Unis, moi qui avais été invité au Sénat américain, les sénateurs m'avaient envoyé la lettre qu'ils avaient tous envoyée à Joe Biden. Ils ont arrêté et tous les sénateurs républicains ont signé en disant arrêtez vos conneries avec l'OMS. Les Anglais, qui n'aiment pas trop être manipulés de l'extérieur, aussi, des parlementaires anglais ont hurlé, des pays de l'Est, comme la Hongrie, tout ça. Alors, il y a Macron qui était ravi. Alors, il négocie même plus avec l'OMS, il a délégué l'Union européenne pour discuter. Je crois qu'il y a juste l'Italie qui a un peu résisté, qui continue à discuter personnellement. Et ils voyaient qu'il ne passerait pas à force. Il y avait trop d'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait, Tedros? Il a fait pareil que Macron à l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée, vous vous souvenez, avait voté contre la loi des dérives sectaires de l'article 4. Ils ont attendu que tous les députés, le dernier jour, fatigués le soir, rentrent dans leur circonscription, reprennent le train, l'avion. Il y avait un petit groupe de copains dans la salle et le président de l'Assemblée a dit « Bon, allez, on vote. Voilà quelques amendements. » Ils ont voté dans la nuit à 3h du matin. Et là, Tedros, il a fait pareil. Tous les délégués étaient partis dans le monde entier, parce qu'il venait du monde entier. Hein. Ils étaient à l'aéroport. Ils gardent un petit groupe. Il n'y a même pas eu de vote. Alors, il n'a pas fait voter le traité, parce que ça aurait pu être un peu illégal. Il a sorti de sa poche, c'était tout prêt à voir, là, comme quoi c'était prémédité, toute une liste d'amendements
au règlement sanitaire international. Donc c'était plus le traité de pandémie, le règlement sanitaire international, c'est ce que tous les États avaient validé pour des règles de santé. Et là, il y a plein d'amendements qui parlaient de pandémie. En fait, les trois quarts de ce qu'il y avait dans le traité de pandémie l'ont remis discrètement dans le règlement sanitaire international. Et normalement, pour modifier le RSI, il faut envoyer ça 4 mois avant aux États pour qu'ils épluchent les textes avec que dalle. Puis à 3 h du matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non, ben, très bien, merci beaucoup, allez vous coucher, et hop, adopté. Mais alors, c'est pas adopté, c'est pas gagné, parce qu'après, il faut quand même que les États valident a posteriori. Ils ont 18 mois pour le faire. Tedros a menti en disant qu'il fallait qu'il le fasse dans les 10 mois. C'est pas la première fois qu'il y a des choses bizarres. Donc voilà, c'est pas gagné, mais on a pu obtenir, parce que moi j'avais fait un appel, une vidéo pour appeler tous les Français à se réveiller, à alerter leurs hommes politiques qui n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Donc c'est une petite victoire pour l'instant, mais on s'est quand même fait un peu couillonner par derrière, donc il faut être vigilant parce qu'ils vont tout faire pour nous avoir. C'est ça. Merci beaucoup, merci tout le monde.